quelle attitude rationnelle adopter? Faut-il croire que l'aluminium vaccinal est inoffensif? Au sens épistémique, être rationnel, ça veut dire caler ses croyances sur les preuves. C'est très simple en fait. Si j'ai des preuves, alors l'attitude rationnelle, c'est de croire. Si je n'ai pas de preuves, l'attitude rationnelle, c'est de rester non-croyant. Ce que moi j'appelle une croyance rationnelle, c'est une croyance basée sur les preuves scientifiques, c'est ce que d'autres personnes appellent la connaissance scientifique. Si je fais un schéma, ici des preuves très fortes, ici aucune preuve, entre deux des preuves fragiles, des arguments plus ou moins solides, donc plus on va par là, plus on a de preuves. Ici la croyance, ici j'y crois à fond, ici je suis non-croyant, entre deux j'y crois un peu. Eh bien, être rationnel, c'est si j'ai des preuves, alors j'y crois. Si je n'ai pas de preuves, alors je reste non-croyant. Plus j'ai de preuves, plus j'y crois. Moins j'ai de preuves, moins j'y crois. C'est très simple en réalité. Si vous croyez sans preuve, dans ce cas, ce n'est pas rationnel. Vous n'êtes plus sur une attitude rationnelle. Vous avez tout à fait le droit, je suis pour la liberté de croyance. Si vous êtes ici sur le graphique, ça s'appelle avoir la foi. Maintenant, on va jouer. On va tester des situations pour voir si nos croyances sont rationnelles ou pas. Prenons l'exemple d'un chien. Demandons-nous si mes voisins ont un chien. Première situation. J'habite dans ma nouvelle maison depuis une semaine et j'ai vu mon voisin promener un chien. J'ai donc une preuve qu'il a un chien. Donc, si j'adopte une attitude rationnelle, je crois qu'il a un chien. Je sais que c'est évident, mais je vais me poser des questions de plus en plus contre-intuitives. C'est pour ça que je commence par la base. Bon, déjà, peut-être que ce n'est pas son chien qu'il promène. Donc, ce n'est pas une preuve absolue. Mais quand même, si je devais parier, la plupart du temps, les gens promènent leur chien, je dirais que je crois plutôt qu'il a un chien. Je crois en l'existence du chien de mon voisin. Deuxième situation, attention, il y a un piège, essayez de le détecter. Demandons-nous maintenant si ma voisine a un chien. Après avoir habité ma maison durant 6 mois, je n'ai jamais vu ma voisine promener de chien, je n'ai jamais vu de chien dans son jardin, j'ai déjà rencontré plusieurs fois ma voisine et elle n'a jamais montré le moindre signe qu'elle aurait un chien. Elle m'a invité chez elle et il n'y avait ni gamelle, ni poil de chien, ni odeur de chien. Alors? Eh bien là, j'ai beaucoup d'arguments pour croire en l'inexistence de ce chien. On a besoin de compléter notre schéma. Ici, les arguments en faveur de l'inexistence. Ici, la croyance en l'inexistence. Si j'ai des arguments en faveur de l'inexistence, alors je crois en l'inexistence. Si je n'ai pas d'arguments, alors je reste non-croyant. Concernant ma voisine, j'ai beaucoup d'arguments en faveur de l'inexistence. Donc, je crois qu'elle n'a pas de chien. Les arguments que je viens de donner ne sont pas des preuves absolues qu'elle n'a pas de chien chez elle. Peut-être qu'elle séquestre un chien dans sa cave, par exemple. Mais j'ai quand même beaucoup d'arguments en faveur de l'inexistence. Je crois en l'inexistence du chien de ma voisine. Voilà, le schéma est complet. Troisième situation, encore différente. On va voir si vous arrivez à adopter une attitude rationnelle. En réalité, je ne suis pas dans la maison depuis 6 mois, je viens d'arriver dans ma nouvelle maison. Disons que j'y suis depuis 1 heure. Quand je viens d'arriver dans ma nouvelle maison pour la première fois, dois-je croire que mes voisins du fond du jardin ont un chien? Dois-je croire qu'ils n'ont pas de chien? Ou dois-je rester non-croyant? Je n'ai jamais vu mes voisins du fond du jardin, ils ne sont pas chez eux. La question est, ai-je des preuves que mon voisin du fond du jardin a un chien? Ou ai-je des preuves qu'ils n'ont pas de chien? Eh bien, je viens d'arriver, je n'ai aucune preuve, aucun argument, rien. Ni en faveur de l'existence du chien, ni en faveur de l'inexistence du chien. Donc je suis non-croyant.
Je ne vais pas me permettre de dire que je crois que mes voisins du fond ont un chien, mais je ne vais pas non plus me permettre de dire que je crois que mes voisins du fond n'ont pas de chien. Je n'en sais rien. Allez, dernière situation, essayez de voir si mon enfant a une attitude rationnelle. Si quand je viens d'arriver dans ma nouvelle maison pour la première fois, mon enfant me dit « Je suis sûr que les voisins du fond n'ont pas de chien ». Donc, il croit en l'inexistence du chien des voisins du fond du jardin. Est-ce rationnel? Je vais lui demander « Quelles sont tes preuves qui te font croire ça ?» Si mon enfant me répond « Je ne sais pas, je n'ai pas de preuves », qu'en pensez-vous? Eh bien, je vais lui expliquer que sa croyance n'est pas rationnelle. Si on veut être rationnel, tant qu'on n'a pas de preuves, on reste non-croyant. Peut-être que les voisins du fond ont un chien, peut-être qu'ils n'ont pas de chien. Je n'affirme rien pour le moment car je n'ai aucun argument ni dans un sens ni dans l'autre. Je ne me permets pas d'affirmer que mes voisins n'ont pas de chien. On ne peut pas affirmer sans argument l'inexistence de quelque chose. Enfin, on peut, mais ce n'est pas rationnel. Maintenant que nous avons bien compris, nous pouvons terminer ce chapitre avec l'aluminium dans les vaccins, les adjuvants aluminiques. Les preuves en faveur de l'innocuité, les preuves de la sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait des preuves en faveur de l'inexistence d'effets secondaires. Ici, une preuve absolue en faveur de l'inexistence d'effets secondaires, et là, des preuves fragiles, des arguments. C'est ça qu'on cherchera dans le prochain chapitre. Et là, avoir une preuve absolue en faveur de l'inexistence de quelque chose, c'est souvent impossible ou très difficile. Vous vous souvenez avec le chien, je n'ai pas réussi à prouver avec une certitude absolue que ma voisine n'a pas de chien, car peut-être qu'elle le cache très bien. Par contre, comme on l'a vu, on peut quand même accumuler des arguments qui ne seront pas des preuves absolues. Une preuve absolue, non. Des arguments, oui. Alors, si vous n'êtes pas scientifique, vous vous demandez peut-être pourquoi je me complique autant la vie pour expliquer quelque chose de si évident. Pour croire en l'innocuité, il faut avoir des preuves en faveur de l'innocuité. C'est simple comme bonjour. Eh bien, sachez que certains scientifiques sont très gênés par ça. L'absence de preuve absolue de l'inexistence. Ils ont du mal à raisonner à propos de l'inexistence de quelque chose. Certains scientifiques travaillant pour les laboratoires vont faire la même erreur que mon enfant. Ils vont dire « Je n'ai pas de preuve de l'existence du chien, donc je vais croire que le chien n'existe pas. » Ils vont croire en l'inexistence sans preuve. Ils vont dire « Nous n'avons pas de preuve de l'existence de l'effet secondaire, donc c'est que cet effet secondaire n'existe pas. » Or, ils devraient partir du principe qu'il faut rester non-croyant jusqu'à preuve du contraire. S'ils n'ont pas de preuve qu'un effet secondaire existe, mais qu'ils n'ont pas non plus de preuve qu'il n'existe pas, il faut dire « je ne sais pas ». Il ne faut pas affirmer son inexistence. Car croire sans preuve, ce n'est pas rationnel. Alors attention, je ne dis pas qu'être rationnel c'est bien ou mal, j'explique juste la définition. Être rationnel au sens épistémique, c'est ce qu'on vient de voir, c'est croire quand on a des preuves et rester non-croyant quand on n'en a pas. Merci beaucoup Christophe pour cette définition d'utilité publique. N'en concluez pas que les scientifiques sont des incompétents. Pour commencer, je me considère moi-même comme un scientifique. Et surtout, les scientifiques réfléchissent dans des domaines qui sont très compliqués. Bien penser, c'est compliqué. Peut-être que ça vous semble évident avec le chien de la voisine, mais quand on commence à étudier des sujets plus compliqués, comme les effets secondaires des médicaments, eh bien parfois ce n'est plus évident. Les scientifiques font de leur mieux et vous n'auriez peut-être pas fait mieux à leur place. Si ce n'est pas clair pour vous, je vous recommande d'aller visionner les vidéos de Christophe de la chaîne Hygiène Mentale, ses dessins sont plus beaux que les miens. Pour terminer ce chapitre, jouons une dernière fois au détective. Vous passez devant une maison dans la rue, que vous ne connaissez pas. Vous ne faites que passer. Il ne se passe rien, vous êtes déjà un peu plus loin dans la rue. Vous remarquerez au passage mes capacités d'animation hors du commun. Y a-t-il un chien présent en ce moment dans cette maison? Vous n'avez pas détecté de chien dans cette maison, mais vous ne devez pas en conclure qu'il faut croire en l'inexistence du chien. Vous n'avez fait que passer devant. Par contre, si vous entrez dans cette maison, que vous cherchez un chien,
que vous cherchez bien et que vous échouez à le détecter, là, vous avez une bonne raison de croire en son inexistence. Vous pouvez vous permettre d'affirmer « Actuellement, il n'y a pas de chien dans cette maison ». Vous ne pouvez pas en être sûr et certain à 100%, peut-être qu'il y a une pièce secrète dans la maison. Mais quand même, vous croyez en l'inexistence de ce chien. Que vous passiez simplement dans la rue ou que vous fassiez une enquête, dans les deux cas, vous échouez à détecter son existence. Mais, dans le deuxième cas, vous vous êtes donné les moyens de chercher correctement, et vous auriez dû le détecter s'il existait. C'est ça qui doit vous faire croire plutôt en l'inexistence. Chercher et échouer à détecter. C'est la notion de surprise. Si vous passez juste devant la maison, que vous échouez à détecter un chien, et qu'en réalité, il y avait vraiment un chien dans cette maison, alors vous n'êtes pas surpris, car vous ne vous étiez pas vraiment donné les moyens de chercher correctement. Par contre, si vous faites votre enquête, que vous échouez à le détecter, et qu'en réalité, il y avait bel et bien un chien dans la maison, alors là, vous êtes très surpris d'avoir échoué à le détecter. C'est quand même très étonnant, vous aviez regardé partout. Il était bien caché. Et c'est cette surprise qui fait tout. La science est fondamentalement basée sur la surprise. On sait que l'aluminium, c'est du poison pour le cerveau dans certaines situations. La question qu'on va se poser dans le prochain chapitre, c'est donc, est-ce que les laboratoires et les autorités sanitaires se sont donné les moyens de chercher correctement des troubles neurologiques qui seraient causés par l'aluminium vaccinal qu'on injecte aux nourrissons? Ont-ils des preuves ou affirment-ils l'innocuité comme ça, sans preuve?